Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'Architecture qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins, et plus particulièrement aujourd'hui dans le sens du vivant. Bonjour Coralie Scribe, et merci de votre présence dans notre studio de la Place des Terreaux à Lyon pour le 3e épisode de l'émission radiophonique Terreau commun. Bonjour et merci pour l'invitation. Coralie Scribe, vous êtes paysagiste concepteur, reconnue comme une jardinière militante sous le nom de la jardinière partageuse, et vous êtes également maître composteur. Vous vous appliquez à partager votre passion du jardinage en assurant différents types de missions, telles que la transmission de connaissances, de savoir-faire, la conception participative du jardinage. Vous exercez au sein d'un groupement dans le cadre du marché public relatif au déploiement du compostage de proximité et du jardinage zéro déchet au sein de la métropole de Lyon et ses 59 communes. Tout d'abord, Coralie Scribe, la métropole de Lyon mène une politique volontariste depuis 2016. Elle a donc largement anticipé l'application du Code de l'environnement qui oblige depuis le 1er janvier 2024 tous les producteurs et détenteurs de biodéchets à trier à la source en vue d'une valorisation. Pouvez-vous nous préciser quels dispositifs de compostage sont en place aujourd'hui pour les citoyens ? Comment fonctionne concrètement ce cercle vertueux au sein de la métropole de Lyon qui revêt aussi une dimension sociale ? Alors, le début de l'histoire, c'est qu'on produit 230 kg de biodéchets par habitant et par an sur la métropole et à l'échelle de l'Hexagone. Et ça représente en fait 30% du poids de la poubelle. Aujourd'hui, pour la plupart de ces biodéchets, ils finissent dans un bac gris, c'est la poubelle, ça part en camion et c'est brûlé dans des incinérateurs, sachant qu'un biodéchet, c'est 80% d'eau, on brûle de l'eau. Donc l'idée, c'est vraiment depuis le 1er janvier d'obliger, bon, c'est en cours, hein, mais donc en tout cas de changer de paradigme, on va dire, et effectivement de valoriser ces biodéchets par le compostage ou la méthanisation, puisqu'à partir des biodéchets, on peut produire un biogaz ou faire du compost qui retourne au sol. Le choix de la métropole a bel et bien été de partir sur une solution de compostage. Depuis 2016, on travaille sur le compostage citoyen. Il y a eu plusieurs étapes dans le déploiement du dispositif. Donc, le compostage citoyen consiste à proposer justement à tout un chacun de composter à domicile, j'ai envie de dire. C'est le do-it-yourself. Donc, on va avoir le compostage individuel. Si on habite à Givors, qu'on a un jardin, on va pouvoir disposer d'un bac à compost et d'une formation en ligne vraiment proposée par la métropole. La dimension pédagogique et vraiment d'accompagnement est très, très importante dans ce genre de dynamique citoyenne. Ensuite, on a ce qu'on appelle le compostage collectif. Donc là, il s'agit d'une copropriété, d'une résidence, que ce soit à Tassin-la-Demi-Lune ou ailleurs, peu importe. Et là, on va accompagner des collectifs d'habitants. Ça peut être 10, 15, 20, on peut monter jusqu'à 70 foyers pour mettre en œuvre localement dans sa résidence du compostage. Autrement dit, ce qu'on appelle les biodéchets, qui sont des bioressources, on se les garde, on fait le compost et on est accompagné. On est équipé en bac, on a aussi toute une formation et vraiment, ce qui fait la réussite de la démarche, c'est d'être accompagné et donc c'est notamment mon rôle. Donc ça, c'est tout le compostage citoyen. Alors évidemment, on va composter et valoriser des tonnes et des tonnes de biodéchets. Ce qu'on va avoir du mal à évaluer, c'est justement tous les savoir-faire échangés, toute la convivialité partagée, toute cette dimension sociale et conviviale. On peut vraiment parler de cet aspect qui est vraiment inhérente au compostage citoyen de proximité. Évidemment, on va avoir aussi des dispositifs sur l'espace public, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans sa copro, on est sur une placette, un square, sur parfois un tout petit bout de trottoir, et donc on va voir aussi s'inscrire le compostage partagé sur l'espace public, ce qui le rend visible et très pédagogique. Pour compléter ce dispositif citoyen, on a depuis 2 ans un autre volet qui se développe sur la métropole, ce sont les bornes à compost, puisque forcément, on a de l'habitation très dense sur
notre territoire, et il faut pouvoir, tout le monde ne va pas se mettre autour d'un bac à compost, à taper le bioseau, etc. Donc ces bornes à compost, ce sont des points d'apport volontaires, ça fonctionne comme des bornes à verre, tout le monde les connaît. Donc on va apporter, on va trier, on va détourner ces fameux 30%, on va les bichonner et les déposer de manière très volontaire sur ces points d'apport. Ils partent en camion, et oui quand même, il y a un petit peu d'énergie fossile dans l'air, et ça part sur des plateformes de compostage qui par contre sont très locales. Elles sont vraiment sur notre territoire métropolitain, ça ne part pas à l'autre bout de la France. Et là, on a un dispositif de compostage industriel qui permet de revaloriser ces biodéchets. Et l'idée, c'est de les retourner à la terre, puisque ça servirait donc aux agriculteurs, au maraîchage de notre métropole. Ça, évidemment, renforce notre souveraineté alimentaire. Donc le grand déploiement se fait sur toute cette année. Le grand déploiement, oui. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience et une volonté politique d'arriver à valoriser, allez, on va dire 100% des biodéchets le plus rapidement possible. Alors, on comprend que les métropolitains se sont engagés visiblement dans cette pratique du compost, mais pouvez-vous nous rappeler ce qu'est exactement le compost ? D'où vient-il ? Alors, on parle de biodéchets, mais ne faudrait-il pas plutôt parler de bioressources, comme vous venez de l'évoquer ? Et en préparant l'émission, vous nous disiez que les feuilles ne sont pas mortes et elles ne se ramassent pas à la pelle. Que faut-il comprendre dans votre interpellation ? Alors, j'aime bien dire qu'effectivement, il faut laisser vivre les feuilles mortes, il faut laisser vivre le bois mort, il faut laisser vivre la matière organique, puisque la nature a tout créé, tout inventé. Sur notre métropole, la question des feuilles, c'est pas un papier gras qui traîne par terre. La feuille, elle est destinée à retourner au sol, à renourrir l'arbre qui la produit. Et notamment, on a sur le parc de la Tête d'Or, site emblématique de la métro, depuis de nombreuses années, la fête des feuilles à l'automne, qui a permis de sensibiliser le grand public sur le fait que non, une feuille, c'est pas un déchet, c'est pas sale, c'est pas inesthétique, bien au contraire. Et alors que nos magnifiques arbres du parc de la Tête d'Or périclitaient, étaient vraiment souffrants, on a compris que c'était peut-être idiot de souffler les feuilles, de les ratisser, de les mettre dans des sacs poubelles et de les envoyer en déchetterie, ou du moins en tant que déchets verts à être certes compostés, mais on retire la nourriture même de l'arbre et du sol, des plantes en général, hein, ça peut être même une salade, hein, on est vraiment sur la même dynamique du sol vivant, et donc ce changement aussi de regard sur ce que peut être un biodéchet, un déchet vert, a vraiment changé. Donc il faut laisser vivre les feuilles mortes, effectivement, c'est vraiment très important. Et pour comprendre le sol vivant aujourd'hui, depuis les années 50, c'est pas compliqué, on a substitué le travail biologique naturel du sol, parce que c'est entre les vers de terre, les champignons, les bactéries et autres, on a toute une chaîne alimentaire extrêmement dynamique qui fait tout le job. Mais sauf que, évidemment, on a développé des machines, des intrants chimiques, des pesticides, et on a substitué ce travail biologique à un travail mécanique et chimique. Et donc, c'est tout ce travail que l'on remet à l'œuvre. Je n'ai pas envie de dire qu'on redécouvre, mais qu'il faut vraiment remettre au cœur de nos villes, au cœur de nos espaces de proximité, et bien sûr au-delà, à l'échelle de l'agriculture. Donc effectivement, on comprend qu'il y a tout un écosystème propice à l'observation du vivant et qui nous fait prendre conscience de la valeur de ce sol, tel que vous venez de l'évoquer. Qu'est-ce qu'un sol vivant, un sol fertile ? Il semblerait que les bactéries reviennent en force, même si généralement, d'ailleurs, la faune du sol occupe le terrain, mais il est encore très difficile pour les humains d'accepter leur statut de cohabitant. Et pourtant, comment peut-on vivre sans un microbiote ? Ah oui, sur les bactéries du sol, on serait mal. Hein. J'ai envie de dire, le lombric est tout aussi important que l'abeille au niveau en tout cas des services écosystémiques. On ne sait pas fabriquer de manière chimique ou industrielle de la terre. C'est vraiment ce processus naturel qui est très important. Alors, on parlait aussi de qu'est-ce que c'est que le compost et qu'est-ce que c'est qui fait tout ça. Alors, c'est un monde sous nos pieds. C'est un monde invisible pour l'essentiel. C'est ça qui est aussi pas évident. Et donc, on va avoir toute une chaîne de micro-organismes, allez, on pourrait dire même microbes, parce qu'ils sont sur des microbes utiles. Donc, on va avoir, je l'ai déjà dit, mais répétons-le, des bactéries diverses et variées, notamment qui vont faire monter en température notre belle matière. On va avoir des champignons, les fameuses mycorhizes, qui existent naturellement dans le sol des forêts, etc. Et puis après, on va avoir,
des colamboles, ça vous dit quelque chose, des mille-pattes, des cloportes, et bien sûr les vers rouges, les Zinnia foetida, qui est l'intestin du compost, qui est vraiment la mâchoire de la matière organique et qui travaille tout ça. Donc ce processus, vraiment ce système collaboratif, puisque les bactéries vont dégager des sucs qui vont servir aux champignons, l'humidité va ensuite... Enfin, c'est vraiment tout un édifice, on pourrait dire, du vivant. Toute cette intelligence, elle va être au service de la transformation de cette matière organique. On va partir quand même d'une peau de banane et on va arriver à une sorte de mousse au chocolat, parce que c'est l'heure du goûter, ou d'un trognon de pomme. Et à cette matière qui est absolument... excusez-moi, c'est vrai que je suis assez passionnée, mais incroyable, puisque le compost, pour des terres productives, je parle d'agriculture, je parle pas de steppes, de tourbières. Vraiment, quand on veut produire des légumes, il faut 10 kilos de compost pour produire 10 kilos de légumes. Et on mange tous les jours et toute l'année. Donc, c'est dire que ce cycle, il est vraiment important. Et le compost, c'est cette matière noire qui est très souple, donc qui est très aérée et qui va permettre au sol de respirer, et aux micro-organismes, aux racines, etc. Donc, quand on parle de fertilité, on parle vraiment de ce génie du sol vivant qui va être aéré, dans lequel l'oxygène circule. Ensuite, le compost peut retenir 10 à 12 fois, 15 fois, énormément son poids en eau. Autrement dit, c'est l'éponge du sol, c'est le réservoir d'eau du sol. Pas d'eau, pas de vie, pas de plantes, pas de nourriture. Donc, le compost amène cette deuxième dimension de la fertilité. Et la troisième, c'est une fois qu'on a respiré, qu'on a bu, on mange. Et c'est vrai que cette peau de banane pleine de magnésium, la plante, elle ne sait pas trop quoi en faire si on la dépose à même la terre. Par contre, le fait qu'elle soit digérée, recomposée, je préfère parler de recomposition que décomposition, ce magnésium, il va être rendu à nouveau assimilable pour les plantes et c'est reparti pour un cycle, pour une saison, j'ai envie de dire pour un tour tout simplement. Donc le compost, c'est vraiment cette notion. Et le meilleur composteur, c'est le sol. Pas besoin de bac ou de plateforme. C'est vraiment ce processus naturel. Le compost s'inspire de la nature. Le jardinier l'a toujours compris, l'agriculteur, le paysan également. Et donc, c'est vraiment aussi important de le rappeler. Alors, on comprend effectivement que ce sol fertile apporte tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon pour les plantes, pour le vivant, humain, non humain, et qu'il joue un rôle déterminant dans le cycle de l'eau, dans la biodiversité. Mais ce qui semble aussi important que vous signalez, c'est que ce sol a aussi une incidence sur le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, évidemment, tout ce qui relève de l'adaptation aux effets du dérèglement nous importe. En quoi agir sur le sol, c'est aussi finalement agir sur le climat. Comment passe-t-on du sol au ciel ? Et du ciel au sol. Eh bien oui, exactement. Donc, moi, j'ai envie d'être aussi pratico-pratique. Je travaille avec les citoyens, je travaille avec le quotidien. Et le changement climatique nous impacte, évidemment, mais on peut agir localement. Avec, je vous ai parlé d'épluchures, de choses du quotidien. Et c'est ça qu'il est important d'avoir en tête. C'est-à-dire que moi, j'habite à La Part-Dieu. Le plus grand grille-pain, je pense, qu'on puisse trouver dans le quartier, c'est-à-dire un énorme îlot de chaleur. On composte depuis des années et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on épand le compost petit à petit sur des sols qui sont fatigués, des sols de remblai, des sols inertes. Donc la vie se redynamise, mais pas que ça. Concrètement, lorsqu'il pleut et les précipitations, on le sait, sont de plus en plus violentes, les sols ne sont pas érodés. On a également ce phénomène, comme je le disais, d'éponge du sol. Je trouve que c'est une image qui parle à tout le monde. On a ce phénomène de rétention d'eau et lorsqu'on est déjà au mois d'avril où on crève de chaud, si je puis dire, on va avoir tout simplement le phénomène d'évapotranspiration. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement le sol garde l'humidité, les racines vont puiser cette eau parce que la plante en a besoin, elle va continuer à prospérer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des arbres en mode j'arrête végétatif, l'arbre continue, ou les arbustes, toutes les strates végétales vont pouvoir profiter de cette eau, évapotranspirer, c'est-à-dire qu'elles vont transpirer, donc rafraîchir l'air. En fait, on sait très bien que l'arbre est un climatiseur naturel. Je parle de l'arbre parce qu'évidemment, c'est le plus efficace. Mais donc, on va avoir vraiment ce phénomène microclimatique qui est très, très, très important. Et à ce titre, donc, on a tout le plan de compostage que met en place notre territoire, la métropole, grâce à différentes politiques, mais on a aussi ce qu'on appelle le plan de végétalisation de la métropole, puisque 70% du patrimoine arboré, du parc arboré, de la canopée
est sur l'espace privé. Bah oui, mais on ne peut pas y agir. Donc, la métropole incite des collectifs d'habitants, toujours pareil, c'est juste après le compostage, c'est vraiment très complémentaire. Dans la suite de l'histoire, qui dit compostage, dit jardinage, et la métropole accompagne sur de l'investissement dans des plantations, d'arbres notamment, sur la désartificialisation des sols. Tout ce processus, vous l'avez compris, on retrouve des sols éponges, les arbres poussent mieux, et tout le monde va mieux, en fait, en vrai. C'est l'idée, en tout cas. Alors, on voit d'ailleurs que la mobilisation citoyenne est tout à fait déterminante et que dans cette démarche de compostage à grande échelle, donc qui est assez exemplaire, c'est assez unique d'ailleurs dans le paysage de la participation habitante, et comme vous l'avez évoqué, il semblerait que la vitesse de croisière est atteinte ou sur le point de l'être. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas, vous nous direz, un taux d'erreur de tri qui est assez important, enfin en tout cas réduit, disons, par rapport à ce qui se situe dans d'autres villes européennes. Et donc on peut vraiment parler dans cette expérience d'un véritable laboratoire citoyen. Et est-ce que vous pensez que ce qui est en train d'être engagé depuis déjà quelques mois, quelques années, que ce mouvement que l'on peut qualifier à la fois d'écologique et de social, pourrait avoir des effets corrélés? C'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce que cette dynamique est-elle transposable à d'autres formes de mobilisation, peut-être d'autres formes de contribution dans cet espace métropolitain? Oui, c'est certain, on en tire déjà les leçons et on fait même boule de neige. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. C'est que d'une part, on a encore beaucoup de sites de compostage citoyen à développer. Et l'exemple, on a des effets ricochets très, très importants, tout simplement parce qu'il y a un bon accompagnement. On a des très bons... Enfin, les bacs sont très, très bien dessinés. Je cite d'ailleurs Brigade Nature au passage. C'est une entreprise d'insertion. C'est-à-dire que vous voyez que sur toute la chaîne d'accompagnement ou de fabrication, on est vraiment dans une dimension sociale très importante, puisque c'est une entreprise d'insertion, Brigade Nature notamment. Mais donc, la qualité du travail et de l'accompagnement qui est fait porte ses fruits, parce que c'est vrai qu'il y a le contenant et le contenu. Donc ça, c'est vraiment en train de faire boule de neige, et la dynamique continue, je dirais. Et en plus, on a encore du boulot. Il faut vraiment continuer à développer cet aspect-là. Et donc, ce qui est très important, c'est le compostage citoyen complémentaire au quai des bornes à compost, que j'ai expliqué en première partie. Et ça, c'est vraiment essentiel. La différence par rapport à cette dynamique citoyenne, j'ai envie de dire aussi à cet effet ricochet, c'est que autour d'une borne à compost, on ne pourra jamais faire un apéro sur le trottoir, alors que justement autour d'un site de compostage, c'est tout ce qui va se passer. Or aujourd'hui, la démarche de faire ensemble avec des épluchures, excusez-moi, c'est quand même pas si glamour que ça, avec des bactéries qu'on voit même pas, c'est quand même pas non plus, foufou. Eh bien, on a des citoyens, des collectifs avec de tous âges qui découvrent justement cette magie du vivant, et donc après c'est facile de s'émerveiller je sais pas, d'un vol de mésanges ou autre. Vous voyez, c'est-à-dire que ce compostage, cette école du vivant, elle est vraiment très importante pour ouvrir d'autres horizons. Et quand on a agi sur son espace de copro, on avait une pelouse moribonde, et forcément on va peut-être travailler sur l'économie d'énergie, sur d'autres aspects du logement. Le partage de voitures. Exactement, et ça va évidemment déborder, parce que encore une fois, se taper les 30% du poids de la poubelle, après parler de voiture ou de performance thermique, c'est quand même un peu plus facile, mais parce qu'on est passé par là, et donc forcément ça va faire école. Et moi je tiens quand même aussi à dire qu'il y a tout ce qu'on peut évaluer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peser des tonnes détournées. Par contre, ce qu'on ne pourra jamais peser, c'est quand même cet aspect pédagogique, ludique, je dirais même poétique, cet émerveillement du vivant, se faire ensemble. Ça, on ne sait pas l'évaluer, on ne peut pas le quantifier, et c'est pourtant ça qui est très très important et qui va faire qu'il va y avoir des dynamiques autres autour de la ville, du logement, de la façon dont on peut vivre son espace d'ultra proximité. On sent effectivement que ça propose une expérience tout à fait inédite pour les citoyens, et nous arrivons au terme de notre émission, malheureusement, et vous remercions, Coralie Scribe, pour cet échange court, mais qui, je pense, nous a reconnectés à la quotidienneté d'un cycle naturel, ou tout simplement au fait que nous sommes, plus encore aujourd'hui, partie intégrante du monde des vivants, humains et non humains. Nous vous donnons rendez-vous le 10 avril pour un échange avec l'agence Hamas.
Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radioanthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.